Pour déterminer la qualité du modèle, on va analyser la variance. En régression, on a toujours que la variabilité totale de la variable dépendante est égale à la variabilité expliquée par la régression, donc par la droite de régression, plus la variabilité résiduelle, c'est-à-dire la variabilité dans les résidus. Pour avoir un modèle de qualité, on veut que la régression va expliquer la plupart de la variabilité. Donc on veut que la variabilité expliquée par la régression est plus importante que la variabilité résiduelle. Pour formaliser cette analyse de décomposition de la variabilité, on va utiliser un test omnibus. On va tester si au moins un des coefficients est significativement différent de 0. L'hypothèse alternative est donc qu'il y a au moins un coefficient bêta i qui n'est pas égal à 0, et l'hypothèse nulle sera que tous les coefficients seront égaux à 0. Rappelons les différentes étapes pour faire un test statistique. D'abord, on doit définir les hypothèses à tester, donc l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative, et on doit définir le niveau de signification pour faire le test. Par exemple, pour un test univarié pour la moyenne, on aura que l'hypothèse nulle sera égale à mu égale à la valeur mu0, et l'alternative sera que mu n'est pas égal à mu0. Après, on doit choisir le test statistique à faire. On fait ce choix en fonction des contraintes théoriques, donc la normalité des données, le nombre d'observations, etc. Et on va calculer la valeur de la statistique du test. Pour notre exemple, le test sera le test de Student et la statistique à calculer est la statistique T. On prend la moyenne de l'échantillon, on soustrait la moyenne théorique mu0 et on divise par la racine de la variance de l'échantillon divisé par n-1. Vu que la statistique est toujours calculée sous l'hypothèse de l'hypothèse nulle, donc on utilise mu égale à mu0, si dans ce cas on trouve des valeurs extrêmes ou des valeurs rares pour la statistique, ça va conduire à un rejet de l'hypothèse nulle. Pour savoir à partir de quand une certaine valeur observée pour la statistique est extrême, on doit d'abord connaître la distribution de la statistique sous l'hypothèse nulle. Et on doit aussi tenir compte de la direction de l'alternative. Est-ce que l'hypothèse alternative est unilatérale ou bilatérale? En continuant avec l'exemple, pour le test de Student, on sait que sous l'hypothèse nulle, la distribution de la statistique est la loi de Student à n-1 degré de liberté. On sait que l'alternative, l'hypothèse alternative est bilatérale, donc on regarde si mu n'est pas égal à mu0. Les petites et les grandes valeurs de la statistique seront suspectes. Dans ce cas, les valeurs pour la statistique seront donc dans les queues de la distribution, donc dans la queue à gauche ou la queue à droite. Et ça veut dire que nous avons trouvé une valeur extrême, une valeur très rare. Vu que cette valeur est calculée sous l'hypothèse de l'hypothèse nulle, il est peu probable que l'hypothèse nulle est la vraie hypothèse et donc on va rejeter l'hypothèse nulle. Ou bien on va comparer la valeur observée pour la statistique avec la valeur critique qu'on a définie quand on fixait le niveau de signification, ou bien on va calculer la probabilité de dépassement et le comparer avec alpha, le niveau de signification. Dans ce cas, on va rejeter l'hypothèse nulle si la valeur P est plus petite que alpha. Pour notre exemple, vu que c'est un test bilatéral, la masse alpha, donc le niveau de signification alpha, doit être divisé également à gauche et à droite de la distribution. Les valeurs critiques sont donc déterminées de telle manière que à gauche de la valeur la plus petite, il y a une masse égale à alpha divisé par 2, et à droite de la valeur plus grande, il y a aussi une masse égale à alpha divisé par 2. Donc, à gauche et à droite, ce sont des valeurs extrêmes, des valeurs peu probables, indiquées en rouge, et dans ce cas, on va rejeter l'hypothèse nulle. Au milieu, les valeurs marquées en vert sont des valeurs qu'on va considérer comme probables sous l'hypothèse nulle, et donc si on tombe dans cet intervalle-là, on ne va pas rejeter l'hypothèse nulle. On prend la statistique calculée, donc la statistique basée sur les observations,
et on va voir s'il tombe dans les valeurs en vert ou les valeurs en rouge. Ici, dans notre cas, ça tombe au milieu, donc c'est une valeur qui est probable sous l'hypothèse nulle, et donc on ne va pas rejeter l'hypothèse nulle. Pour la deuxième méthode, la méthode qui utilise la probabilité de dépassement, on doit donc d'abord calculer cette probabilité. Cette probabilité est définie comme la probabilité de trouver au moins une valeur si extrême que la valeur de la statistique qu'on a calculée. C'est-à-dire, pour notre exemple, on va prendre la statistique calculée. La statistique se trouve à droite de la moyenne de 0. Et donc, au moins si extrême, ça veut dire que c'est toutes les valeurs à droite de la valeur calculée. Donc, on doit calculer la masse en rouge. Maintenant, car c'est un test bilatéral, on doit doubler cette valeur en rouge, car on doit considérer des cas extrêmes à droite, mais aussi à gauche. La masse totale en rouge correspondra avec la valeur P, avec la probabilité de dépassement. Et dans notre exemple, on voit que P est plus grande que alpha, et donc on ne doit pas rejeter l'hypothèse nulle. Retournons maintenant au test omnibus. Le test classique pour faire ce test omnibus est le F-test. La méthode la plus facile pour calculer la statistique du test est de créer un tableau d'analyse de la variance. Pour ça, on sait qu'il y a deux sources de variabilité, la variabilité venant de la régression et la variabilité expliquée par les résidus, et la somme des deux va être la variabilité totale. La variabilité de la régression est donnée par regarder la différence entre les estimations YI chapeau et la valeur moyenne de toutes les observations. Donc, c'est la variabilité des estimations autour de la moyenne. Pour faire ça, on va calculer la somme de carrés de régression. Donc, on prend la différence entre les estimations YI chapeau et la moyenne Y bar. On prend le carré et on somme pour toutes les observations. Cette variable a P degrés de liberté et si on divise la somme de carrés de régression par P, on trouve le carré moyen de régression. La variabilité résiduelle est caractérisée par la variation dans le résidu. Les résidus sont la différence entre les observations YI et les estimations YI chapeau. Et pour caractériser cette source de variabilité, on va calculer la somme de carrés SCE, donc la somme de carrés des erreurs, qui est les résidus au carré et sommés pour toutes les observations. Cette variable a n-p-1 degré de liberté, et si on divise le SCE par n-p-1, on trouve la variance des résidus S carré. Après, on trouve la valeur de la statistique F par diviser le CMR par S carré. Pour compléter la table d'analyse de la variance, on ajoute aussi le total, donc la variabilité totale qui est caractérisée par la somme de carrés totale qui est simplement la somme de SCR plus SCE, et le nombre ou le degré de liberté pour le total est n-1, donc c'est P plus n-p-1. Pour que la régression soit utile, donc on va rejeter l'hypothèse nulle, on a dit qu'on voudrait que la variabilité de régression va expliquer la plupart de la variabilité totale. Donc on veut que la variabilité de régression est beaucoup plus large que la variabilité résiduelle, ou de même manière que la valeur F observée, la valeur de la statistique du test, est large. Sous l'hypothèse nulle, la valeur de la statistique est une valeur observée de la loi F à P et n-p-1 degré de liberté au numérateur et dénominateur respectivement. Par exemple, si nous avons 31 observations et deux variables explicatives, donc n est égal à 31 et p est égal à 2, la loi F va avoir 2 degrés de liberté au numérateur et 31 moins 2 moins 1, c'est-à-dire 28 degrés de liberté au dénominateur. Cette loi est montrée ici. Après, on détermine la valeur critique, donc la valeur à partir de laquelle on va rejeter l'hypothèse nulle. Rappelons que le test F est toujours un test unilatéral, donc on n'a que
une valeur critique avec à droite de cette valeur alpha% de la masse et à gauche 1 moins alpha. Et finalement, on ajoute la valeur observée pour la statistique. Pour l'exemple, cette valeur se trouve à gauche de la valeur critique et donc on ne va pas rejeter l'hypothèse nulle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'évidence dans nos observations pour conclure que les coefficients sont différents de 0. Avec la table d'analyse de la variance, on sait aussi déterminer la qualité du modèle qui est quantifiée à l'aide du coefficient de détermination. Cet coefficient de détermination, R carré, est défini comme la somme de carrés de régression divisée par la somme de carrés totale. Cette valeur R carré va donc représenter la proportion de la variabilité de Y qui est expliquée par les variables explicatives. Naturellement, on veut que la valeur R carré soit assez haute. Pour l'exemple Cherry Data, pour le premier modèle, c'est-à-dire le modèle pour la volume, on trouve que la somme de carrés de régression est 7684. Il y a deux variables explicatives, donc 2 degrés de liberté pour la régression, et par conséquent, le carré moyen de la régression est 7684 divisé par 2, ou bien 3842. Pour les résidus, on a une somme de carrés de 421, et vu qu'on a 31 observations et 2 variables explicatives, on a donc 28, c'est 31 moins 2 moins 1 degrés de liberté. Si on divise 421 par 28, on trouve un carré moyen de 15. Et la valeur pour la statistique, la valeur F, est dans ce cas 3842 divisé par 15, ou 255. La valeur P, qui correspond avec cette valeur 255 de la statistique, est beaucoup plus petite que 5%, donc on va rejeter l'hypothèse nulle. Il y a au moins un coefficient dans le modèle qui est significativement différent de 0. De plus, la valeur R carré est égale à 94,8%. Donc 94,8% de la variation de la variable dépendante de Y est expliquée par les deux variables explicatives. Si on regarde le deuxième modèle, donc le modèle pour le logarithme de la volume, on trouve des valeurs complètement différentes, mais aussi ici on trouve que la valeur P est significative. Le modèle contient au moins un coefficient qui est différent de 0. De plus, la valeur R carré a même augmenté jusqu'à 97,7%. C'est-à-dire 97,7% de la variation dans le logarithme de la volume est expliquée par le modèle, est expliquée par le logarithme du diamètre plus le logarithme de la hauteur. Et finalement, pour la donnée RIKZ, on trouve que ce modèle aussi est significatif, et ça avec une valeur R carré de 67,9%. On voit qu'ici, la qualité du modèle en termes de prédiction est moins forte que pour les modèles pour la volume des cerisiers. Il reste encore une assez grande partie de la variabilité qui n'est pas expliquée par la régression. Donc c'est de la variabilité qui se trouve dans les résidus.